contre 6% si on enlève les hydrocarbures, et 7% pour le tourisme, qui est pour ainsi dire inexistant en Algérie. Donc au niveau de l'endettement, l'Algérie n'a quasiment aucune dette grâce à la manne pétrolière, tandis que le Maroc a un niveau d'endettement élevé, mais qui devrait rester soutenable si la croissance reste aussi importante que ce qu'on a vu dans les dernières années. Donc si on regarde les investissements militaires de chaque pays, on voit que le budget de l'Algérie a fortement cru dans les dernières années. Là on a sur des données du CIPRI en dollars constants, et ce qui a permis à l'Algérie de construire la deuxième armée du continent derrière l'Égypte dans les classements internationaux. Là vous voyez la part du PIB qui est investie par les deux pays dans leur armée, mais on va approfondir cette question militaire en détail dans une deuxième vidéo, et on va commencer par les principaux sujets de tension entre les deux pays et aux conflits qu'ils ont menés, puisque ce retour d'expérience est fondamental pour mesurer l'efficacité de ces deux armées, d'autant qu'on est clairement aujourd'hui sur un pic de tension entre les deux pays, à tel point qu'aujourd'hui des risques de guerre sont clairement dénoncés par un certain nombre d'observateurs. Donc, le premier différend, il survient en 1963, c'est-à-dire un an après que l'Algérie ait obtenu son indépendance de la France. Alors, il faut savoir que la France avait redécoupé les frontières entre l'Algérie et le Maroc en 1952, parce qu'il y avait un mouvement autonomiste au Maroc qui était déjà très présent, et donc on savait plus ou moins que le Maroc allait retrouver son indépendance, sauf qu'on avait trouvé des ressources énergétiques très importantes dans le sous-sol du Maroc, et donc on avait redécoupé les frontières entre les deux pays au profit de l'Algérie. C'est-à-dire que quand le Maroc a obtenu son indépendance, une partie de son territoire avait été amputée au profit de l'Algérie, et notamment des régions très riches autour de Tindouf et de Kolombe-Béchar. Mais du coup, pendant toute la période où le FLN se bat pour obtenir son indépendance militairement par la France, il y a un vrai soutien de la part du Maroc et également de la Tunisie au profit des combattants algériens, à tel point que le gouvernement français de l'époque dit clairement que si le Maroc arrêtait de soutenir la rébellion algérienne, eh bien finalement on arriverait à pacifier l'Algérie et garder une Algérie française. Donc la France propose au Maroc de lui rétrocéder les régions qu'il convoite en échange d'un arrêt du soutien des indépendantistes algériens, ce que le Maroc refuse en disant voilà, on soutiendra nos alliés jusqu'au bout. Et en plus, ils arrivent à obtenir la signature du gouvernement provisoire algérien qui dit voilà, une fois qu'on sera indépendant, on vous remettra ces zones qui vous appartiennent. Mais finalement, quand l'Algérie obtient son indépendance en 1962, le FLN ne reconnaît pas l'accord qui a été signé par le gouvernement provisoire et il refuse de renégocier le moindre mètre carré. Déjà parce qu'il y a aussi de la crainte que d'autres régions fassent sécession, notamment au profit des Kabyles ou pour des communautés du Sahara qui savent qu'ils sont assis sur des réserves, des ressources immenses. Et il y a aussi le Maroc qui inquiète, car au-delà de Tindouf et Kolombe-Béchar, il y a l'idée d'un grand Maroc qui se développe depuis les années 50 avec des prétentions qui incluraient toute la Mauritanie, le nord du Mali et l'ouest du Sahara, sous prétexte que ces zones avaient fait partie du Maroc il y a plusieurs siècles. Donc les tensions montent entre les deux camps, la frontière se militarise, les habitants de la région qui se déplaçaient sans restriction dans la zone ne peuvent plus rentrer chez eux, voir leur famille ou aller travailler. Il y a des rumeurs d'invasion et de manipulation dans les deux camps, jusqu'à ce qu'il y ait des incursions de paramilitaires à partir de septembre 1963, ce qui amène les deux armées à entrer en jeu à la mi-octobre. Mais il faut imaginer à l'époque le prestige énorme dont dispose l'armée algérienne qui vient de gagner son indépendance par les armes contre l'armée française, et ce sont les mêmes vétérans qui sont envoyés contre le Maroc. Sauf qu'à l'époque, l'armée algérienne elle est surtout excellente dans la guérilla, elle n'est pas habituée ni correctement armée pour faire face à une armée régulière, si bien qu'elle commence à enchaîner les revers. Donc l'Algérie obtient alors le soutien militaire de l'Égypte et de Cuba, qui engagent des avions, des hélicoptères, des blindés et de l'artillerie, avec d'ailleurs un épisode qui est resté célèbre, quand un hélicoptère officiellement algérien tombe en panne et doit se poser en urgence côté marocain, sauf qu'à bord, on découvre qu'il y a 5 officiers égyptiens, donc évidemment ça prouvait qu'il y avait un soutien international. Le 25 octobre, c'est l'apogée des combats, et cette journée se conclut par la capture de 200 soldats algériens. On a une situation militaire qui est largement en faveur du Maroc, mais diplomatiquement, c'est l'Algérie qui a le plus de soutien, si bien qu'au moment du cessez-le-feu, chacun se replie sur les positions héritées de la décolonisation, et le bilan final, c'est de plus de 850 morts et 379 prisonniers algériens, contre seulement 39 morts et 57 prisonniers du côté des Marocains. Et le pire, c'est que cette guerre, elle a absolument rien réglé. Le Maroc mettra des décennies avant d'arrêter de revendiquer les territoires qui sont situés toujours aujourd'hui en Algérie, mais ça a mis évidemment un conflit qui a été très très long à accepter, une défaite diplomatique qui a été lourde à accepter pour le Maroc. La deuxième zone de confrontation entre les deux pays est